Je pense que la dernière diapo de Sébastien explique bien la complexité de la situation, ce qui rend un petit peu les attitudes sont parfois pas tout à fait convergentes. On va essayer de voir un petit peu à partir des recommandations de l'ILTS aussi ce qu'on peut déduire de ça. Un petit rappel pour le rejet aigu, comme Sébastien aussi l'a montré. Essentiellement, c'est surtout les premiers mois post-greffe. Au-delà, ça diminue en dessous de 5%, mais il faut rester un peu vigilant les 6 premiers mois, voire la première année. On a des données qu'il n'y a pas trop de différence sur l'insurvenue de rejet entre les transplantations donneurs cadavériques ou donneurs vivants, surtout en Asie ou dans certains pays. Que si on prend le risque de rejet aigu sur cette cohorte de registre américain, on est plus aux alentours de 14% en transplantation hépatique, mais on reste un peu plus élevé que la greffe rénale et un petit peu moins dans la greffe cardiaque, pour situer le foie par rapport aux autres organes. Cette incidence, comme aussi l'a signalé sur d'autres exemples Sébastien, elle est en train de diminuer. On voit qu'on s'approche plus de 10 à 12% dans les séries récentes, et diminue au fur et à mesure qu'on introduit des médicaments. Là, on était à l'époque de la cyclosporine, là, on est à l'époque du tacrolimus, là, on est du tacrolimus plus MMF, donc on est en bitrithérapie, et là, on est bien sûr encore mieux. Et on voit que le rejet aigu, qu'il soit léger, modéré ou sévère, finalement, n'impactait pas la survie à 10 ans du greffon, la probabilité de survie. Mais on a des données très récentes du congrès de l'ATC il y a 3 mois, qui était virtuel, pour dire que là, attention, le rejet aigu est de nouveau prédictif du décès et de l'échec de greffe dans la nouvelle ère du déclin des indications de transplantation du VSI. Donc il ne faut pas le minimiser, et sur ça, on a une série qui montre bien que le rejet aigu a diminué de 17 à 12% quand on compare une période avant 2012 et après 2012. Et sur cette registre NOS, dans l'analyse multivariée qui affecte la survie du greffon, on voit qu'effectivement le diagnostic de VHC qui est en train de baisser maintenant, mais le rejet aigu, vous voyez, le risque relatif et le hazard ratio est de 1,7, et bien sûr la transplantation avec un donneur à cœur arrêté qui commence à de plus en plus émerger en France. Et finalement, quand on voit le changement entre l'association du rejet aigu et la perte du greffon, le décès, en fonction des années, vous voyez, on a un risque, un rejet aigu, un hazard ratio qui monte, on est plutôt de 2,5 à 3. Donc, oui, on ne peut pas aujourd'hui dire que le rejet aigu, c'est rien, c'est pas grave, etc. Donc, il faut quand même rester toujours vigilant sur ce risque-là. Pour ceux qui sont, pour les jeunes, bien sûr, le diagnostic repose sur la biopsie hépatique, on reviendra là-dessus dans les recommandations de l'ILTS, sur cette classification basée sur le score de Banff connu maintenant depuis très longtemps en tenant compte de 3 parties, l'infiltrat inflammatoire, les lésions biliaires et l'endothelite veineuse, et sur lequel on va compter l'intensité de l'infiltrat inflammatoire en fonction de 0 à 3 pour chacune des 3 parties, jusqu'à arriver à 9. Sachez que de 0 à 3, on est dans des rejets aigus minimes qu'on ne souvent ne traite pas, considérés plutôt comme histologiques. Le rejet léger, c'est quand on a un score de Banff entre 4 et 5, et qui nécessitera, on verra pour les traitements, et le rejet modéré et sévère, qui est plus sérieux, qui va nécessiter des traitements plus importants, c'est quand on a des scores entre 6 à 9. Ces diapos que Mylène Sebag m'avait emprunté sur les 3 parties, sur l'infiltrat mononucléaire de l'espace-port, vous voyez l'activation des lymphocytes, c'est quelque chose de dense, là on est plutôt dans un stade, dans un Banff 2 à 3, sur l'altération des canaux biliaires, les dystrophies des canaux biliaires ou l'infiltration autour des canaux biliaires, et puis les décollements endothéliales veineux, qui sont très caractéristiques du rejet aigu. Pour le rejet chronique, c'est
plus rare, on est plutôt dans des chiffres de 3 à 5%, mais ça peut survenir, ce n'est pas essentiellement dans 5-10 ans. On a des rejets chroniques précoces qui peuvent survenir au cours de 2-3 ans, et il y en a d'autres qui surviennent au cours de 10-15 ans. C'est essentiellement basé sur la ductopénie, l'absence de canaux biliaires dans les espaces portes. Il faut avoir un bon fragment biopsie, au moins une quinzaine, voire une vingtaine d'espaces portes. Tout ça, ça a été bien défini dans les critères de Banff. Et quand on a plus que 50% des espaces portes qui ne contiennent plus de canaux biliaires, on parle de la ductopénie, du rejet chronique tardif. Et quand on a entre 20 à 50% de dystrophie ou de ductopénie, on parle de rejet chronique précoce. Celui-ci, ce dernier, on peut encore le traiter, l'éviter, éviter le passage vers la chronicité, avec bien sûr des formes très rarement décrites qu'on voit maintenant de moins en moins. Il ne faut pas oublier ce fameux rejet hyperaigu, qui est en fait un rejet humoral, qu'on retrouve décrit il y a longtemps dans les transplantations ABO incompatibles, qu'on ne fait pas, effectivement, mais qu'on en fait dans 2 indications exceptionnelles, hépatite fulminante qui arrive gravissime en réanimation intubée ventilée, qu'on veut prendre le premier greffon disponible. Donc on a, pour vous donner une idée, nous qu'on fait pas mal d'hépatite fulminante, on a dû faire 6 cas en l'espace de 15 ans des dernières années. Donc c'est exceptionnel. Il y a par contre maintenant des programmes de donneurs vivants avec ABO incompatibles, surtout en Asie, avec des résultats qui ont complètement transformé. On ne voit plus maintenant ces données-là où le foie, sur la table opératoire, quand on mettait le foie, il explose, la congestion vasculaire. Et après, la deuxième grosse complication, c'est la cholangite ischémique. Et avec des dépôts de C4D qu'on voit dans ces situations-là. La recommandation de l'ILTS, le congrès s'est tenu maintenant il y a presque 3 ans, aux États-Unis, on était à peu près près de 200 personnes de diverses spécialités dans ce domaine-là. Des 3 Européens, on était majoritairement américains, avec certainement les attitudes sont un petit peu des fois différentes, très peu d'Asiatiques dans le congrès. On a établi un petit peu 7 thématiques qu'on a essayé d'aborder. Vous voyez qu'il y a des thématiques qui manquent, comme maintenant la tolérance, l'arrêt de l'immunosuppression, on n'abordera pas ça. Les formes génériques, les biosimilaires, les formes retard de tacrolimus ne sont pas abordées dans ce consensus. Mais c'était le premier consensus depuis 30 ans qu'on fait la greffe ou un peu plus. Donc ça mérite d'y exister. Sur le rejet aigu cellulaire, on définit que le diagnostic doit être basé sur la biopsie hépatique. Il n'est pas nécessaire de répéter la biopsie en cas d'amélioration du bilan hépatique quand on traite le rejet. Par contre, si le bilan hépatique ou les enzymes hépatiques restent élevés, il est important de refaire une nouvelle biopsie plus tard pour voir si on n'est pas dans le cadre d'un rejet aigu persistant qui pourrait évoluer vers un rejet chronique. Le deuxième point, c'est sur le traitement du rejet aigu. Si c'est un rejet aigu léger, il doit être traité juste par augmentation des taux de dosage du tacrolimus. Souvent, on essaie de viser entre 8 à 12 et les choses s'arrangent. Pour le rejet aigu, par contre, modéré ou modéré à sévère, là, il faut des bolus de corticoïdes. Eux, ils recommandent, comme les néphrologues le font, après les bolus de 1 gramme ou 2 grammes à 48 heures d'intervalle, où il y a des différentes bolus de 500 mg par jour pendant 3 jours, une diminution progressive des corticoïdes que tout le monde peut-être ne fait pas, qui n'est peut-être pas nécessaire aujourd'hui dans la population des transplantés hépatiques. Et puis, dans certains cas qui ne répondent pas au cortisone, on peut considérer le recours à ce moment-là aux anticorps polyclonaux, ce sont les thymoglobulines ou le SAL, sérum antilymphocytaire. Et ça, c'est pour les rejets aigus corticorésistants. Vous voyez, la recommandation, le niveau est fort parce que là, on a beaucoup de données là-dessus. Pour le rejet chronique, il doit être suspecté dès que surtout on a des cholestases progressives et qui persistent. C'est là, à ce moment-là, s'implique la réalisation d'une biopsie hépatique et d'un bon échantillon de fragments pour pouvoir établir le diagnostic avec certitude de biopsie de rejet chronique. Puis le traitement du rejet chronique,
La seule chose qu'on peut être, il n'y a pas trop de traitement, sauf si le patient il est sous cyclosporine, on peut passer à tacrolimus, mais on n'a pas dit plus. Souvent, ces malades vont se diriger plus vers une regreffe. Maintenant, juste pour différencier que le niveau de rejet n'est pas le même dans toute la population, et qui sont les populations à risque de rejet, c'est important à savoir pour comprendre après comment minimiser l'immunosuppression. Le premier point, c'est vraiment en fonction de l'âge du receveur. Et on voit que pour l'âge jeune, les adolescents, voire jusqu'à 30-35 ans, le risque de rejet est beaucoup plus important et il diminue au fur et à mesure que l'âge du receveur augmente. Donc ce n'est pas la même chose maintenir une immunosuppression quelqu'un qui a 60 à 75 ans pour quelqu'un qui a 25 à 30 ans. Donc ça rentre dans le raisonnement. On voit le haut de ratio de rejet aigu, pareil en fonction de l'âge. Deuxième point, c'est aussi en fonction de la race. Et là, on retrouve dans les cohortes américaines les Afro-Américains qui sont plus à risque de rejet comparativement, et ça sortait dans l'analyse multivariée. Le troisième point, ce sont les maladies auto-immunes. On l'a déjà montré il y a longtemps. Quand on prend la cirrhose biliaire primitive, la cholangite sclérosante primitive, l'hépatite auto-immune, les cirrhoses auto-immunes, vous voyez, le risque de rejet était beaucoup plus important que si on prend les autres étiologies. Et encore, entre l'hépatite B et l'hépatite C, il y avait à l'époque des différences qu'on avait attribuées peut-être au rôle protecteur des immunoglobulines anti-HBs. Un autre point, c'est aussi dans les registres grosses cohortes dans diverses études, on voit que le risque de rejet est plus élevé avec la cholangite sclérosante et la cirrhose biliaire primitive. On voit quand on compare, vous voyez, le rejet est plus de l'ordre de 40% dans la cholangite sclérosante par rapport aux autres. Et ça sortait bien sûr dans l'analyse multivariée, aussi bien que l'âge, aussi bien que la race. Quatrième point, c'est les risques avec les retransplantations. Quand on fait des retransplantations, surtout pour des problèmes de rejet, il faut voir que le risque de rejet est un peu plus élevé, 1,14 de hazard ratio par rapport à une transplantation débutante, vous voyez, sur des grosses cohortes du registre américain. Aussi, dans le registre européen, on avait la perte du greffon pour rejet était de 4% versus 15%. Donc les retransplantations aussi, c'est des facteurs à risque et on verra aussi que les retransplantations, il y a plus de développement de DSA de novo, c'est-à-dire des donneurs, des anticorps spécifiques du donneur. Dernier point sur les facteurs de risque, le cross-match positif. Et quand on voit des grosses séries, et ça on le retrouve dans beaucoup de séries, même dans notre cohorte, vous voyez d'avoir, après première greffe, on a 10% des malades ont un cross-match positif entre les HLA du donneur et l'HLA du receveur. Vous voyez le cross-match à cellule B, il est un petit peu moins. Après retransplantation, ce risque est plus élevé. Et donc on voit l'impact du cross-match que n'est pas fait dans tous les centres, n'est pas fait partout, systématiquement. On voit déjà, il y a longtemps, on avait démontré qu'il y avait une différence sur la survie du greffon, mais aussi, plus récemment, on a bien montré que sur la survie à 5 ans, les patients à cross-match positif avaient une survie moindre que les patients qui ont un cross-match négatif. Donc, voilà les 4-5 facteurs qu'il faut tenir compte dans le choix de l'immunosuppression après. Un dernier facteur qu'on n'en parle plus maintenant, c'est le mismatch entre le donneur et le receveur au niveau du HLA. Les néphrologues, bien sûr, l'appliquent à la règle, mais pas dans le foie. Mais pour vous donner une idée pourquoi on ne peut pas l'appliquer, parce que si vous voyez, si on a mismatch, ça c'est la série, vous voyez, 30 000 transplantations, pour avoir un mismatch 0, c'est quasiment impossible. Vous voyez, donc la majorité des malades qu'on greffe, 96%, il y a au moins 2 ou plus de mismatch entre donneur-receveur. Et il y a eu cette méta-analyse de 4 grosses études sur 1200 patients, qu'on voit effectivement, si vous comparez 0,2 mismatch versus 3 à 6, c'est le candidat idéal, il y a un petit peu moins de rejet, mais finalement, ça n'impacte pas la survie du greffon à 5 ans. Donc, on n'a pas tort de ne pas tenir compte sur le fond. Revenir sur la recommandation d'ILTS, le syndrome métabolique que Sébastien a bien développé, les corticoïdes sont à l'origine de beaucoup de choses, sur le diabète, sur l'hypertension, sur
Le reste, c'est un risque quand même majeur et là, donc, doit être minimisé dès que possible. Les inhibiteurs de calcinurine, que ce soit le tacro ou la cyclo, sont à l'origine plutôt de l'hypertension artérielle, de la dyslipidémie, voire du diabète. Les antiprolifératifs, le Celcept, le mycophénolate ou l'azatioprine, ou les anticorps poly- ou monoclonaux qu'on utilise, anti-CD25, sont neutres vis-à-vis de ces effets-là. Et finalement, pour les inhibiteurs de mTOR, on a au moins 2 études qui disent que c'était associé à une diminution du poids et moins d'événements cardiovasculaires, comme l'a montré Sébastien tout à l'heure. Mais par contre, il y a une dyslipidémie malgré une dyslipidémie post-OTH. Mais ils sont neutres vis-à-vis du diabète et de l'hypertension artérielle. Voilà comment on fixe un petit peu les molécules sur les risques immunosuppression. Donc, sur le post-op immédiat, si on veut optimiser la fonction rénale et diminuer le risque du rein, le meilleur choix était de dire qu'il faut faire une induction par un anti-CD25, c'est souvent le Simulect, ou voire avec une courte durée de SAL, antithymocyte ou grafalon de 3 jours, suivi du MMF, corticoïde, et avec une introduction plutôt retardée du tacrolimus à J3 et 5. Pas de mTOR dans le premier mois. Ça, c'est basé sur juste une dia. C'est la plus grosse étude qu'on a tous connue en 2006-2009. C'est 3 bras. Vous voyez, quand vous prenez les patients qui ont eu du tacrolimus versus TAC plus MMF inférieur à 8, c'est là ce qu'on fait tout le monde aujourd'hui comme nous ici, cette partie-là. Ou si vous prenez, on fait une induction avec du Simulect et on introduit le tacrolimus à J5, vous voyez qu'il y avait moins de pertes de la greffe des fonctions rénales. On a des pertes partout, dès qu'on utilise le tacrolimus, mais la meilleure stratégie était cette stratégie-là, de faire une induction et de retarder l'introduction du tacrolimus qui est néfaste sur le rein, avec un risque de rejet qui est pareil. Donc, d'où les recommandations qu'on a vues viennent à peu près de ça. Maintenant, qui est éligible à minimiser l'immunosuppression? Comme on a vu, pas tous ces patients qu'on vient de défiler qui sont des facteurs de risque, mais aussi, si le patient a présenté un rejet aigu corticorésistant, il va falloir garder un traitement un peu plus haut, on ne peut pas trop minimiser. Les patients transplantés pour des maladies auto-immunes, comme on l'a dit, les retransplantations, et quelques rares patients qui ont présenté un épisode de rejet aigu à médiation humorale. Je reviendrai à la fin du topo. Et sur les stratégies, comment minimiser, c'est la cortisone qu'il faut l'arrêter à 3 mois, doit être arrêtée ou diminuée progressivement. Je rappelle qu'en France, souvent, en moyenne, pour la majorité d'entre nous, même s'il y a des centres qui le font à 3 mois, c'est plus à 6 mois. Et puis, bien sûr, ceux qui ont un risque immunologique élevé, il faut les maintenir à dose faible de corticoïdes. Pour les monothérapies tacrolimus, on peut, au-delà de 3 mois, vous voyez, on a mis un peu en italique, s'ils sont éligibles, il faut bien définir le mot éligible, à une minimisation, mais avec beaucoup de prudence, vous voyez, les niveaux de recommandation, c'est quand même conditionnel. Mais en fait, le plus, ça reste au-delà de 1 mois, 2 mois, ou au-delà de 3 mois, on est plutôt à une bithérapie, soit CNI, tacro-MMF, soit tacro-mTOR. Au-delà de 1 an, on peut rester sous une monothérapie, éventuellement, pour les patients à faible risque de rejet, c'est-à-dire tacro ou MMF ou mTOR, en fonction du patient. Sur la fonction rénale, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, certainement pour comment mesurer la fonction rénale avant, on ne va pas rentrer là-dedans, mais en gros, ce qui était plus recommandé d'utiliser l'équation MDRD6 avant la greffe, de considérer, on parle d'insuffisance rénale chronique plutôt pas le premier mois, mais à partir de 3 mois pour parler vraiment d'insuffisance rénale chronique. Et là, les 2 formules utilisées, c'est le MDRD4 et le CKD-EPI, qui permettent d'apprécier la fonction rénale. Bien sûr, dans des situations un peu critiques, où on veut discuter la double greffe foie et rein, où les patients limitent, il faudrait plutôt faire une vraie clairance de créatinine mesurée et voir une biopsie rénale. Donc comment, pour les patients qui ont une fonction rénale
Comment préserver la fonction rénale? Ça reste, bien sûr, introduction à 1 mois de la greffe. Le tacrolimus, on le réduit inférieur ou égal à 5 et on introduit le MMF. C'est la meilleure stratégie pour préserver la fonction rénale. Et surtout, cette stratégie, elle est très bénéfique pour les patients qui ont déjà une insuffisance rénale chronique stade 3, c'est-à-dire un débit inférieur à 60. Et ça, c'était basé sur les 2 études pivotales. L'étude qui avait montré que le tacrolimus, on a une perte, un déclin de la fonction rénale. Et quand on voit les bras sans tacrolimus, sans CNI ou arrêt des CNI, on a un gain sur la fonction rénale au long cours. Et c'est surtout celle-là qui montrait que si on prend les patients qui ont une insuffisance rénale au moment de la greffe, c'est-à-dire un débit de filtration glomérular entre 45 et 60, qui se sont améliorés à 2 ans avec cette stratégie, c'était le bras tacrolimus et plus everolimus. On avait les 2 tiers des malades ont récupéré une fonction au-delà de 60 versus 23% seulement des malades sous tacrolimus. Maintenant, sur ce qui est minimisé au-delà de 1 an, il n'y a pas d'attitude parce qu'on n'a pas de protocole. On n'a pas vraiment de grosses études randomisées là-dessus. On ne sait pas non plus, donc doit être tenté, surtout s'il y a une insuffisance rénale, c'est ce qu'on fait, mais on n'a pas de données par contre, des vraies données. Maintenant, on a des données dans le papier qui est sorti hier, il y a une semaine, dans American Journal of Transplantation, qu'on a publié sur le registre Everoliver, qu'on peut quand même récupérer au moins plus près de 20% des malades au-delà de 1 an. Sur la double fonction, sur la double greffe rein et foie, je ne vais pas trop tarder, rien de spécial. Sur les cancers, surtout, il n'y a pas eu de définition claire. Les recommandations, c'est d'optimiser, minimiser la fréquence et la sévérité des récidives des CHC en introduisant les mTOR, mais l'attitude n'est pas bien déterminée, donc on n'a pas tranché, parce qu'il n'y a pas de données solides, robustes dans la littérature, ciblées sur ce point-là. Sur les cancers, la passer au mTOR pour diminuer les cancers cutanés, c'était bien montré en greffe rénale par les gros registres en transplantation rénale, mais on a peu de données, ou voire pas de données en transplantation hépatique, donc aussi la conclusion reste réservée. Et enfin, sur les cancers non CHC ou non cancer cutané, on n'a pas de preuves, quoique il y a des preuves que les mTOR, les everolimus, agissent par exemple sur les tumeurs neuroendocriniens, sur les cancers du rein, donc des preuves un petit peu indirectes. Dernière partie sur la partie de DSA, le rejet humoral, on en parle beaucoup ces derniers temps, surtout en rein. Au foie, est-ce que l'impact il est vraiment là ou non? Il est là, mais peut-être faible. On voit qu'il y a 2 parties. Les anticorps spécifiques du donneur, anticorps anti-HLA, c'est plutôt de l'ordre de 15% au moment de la greffe, c'est les anticorps préformés. Et les anticorps qu'on peut acquérir après la greffe à distance, c'est-à-dire les DSA de novo, c'est de l'ordre de 8 à 10%. Chez les enfants, c'est différent, les taux sont presque doublés ou triplés. Donc c'est différent, on ne rentre pas en détail tout de suite. L'étude la plus importante, celle de Toulouse, qui était une étude prospective de Del Bello, qui montrait que, effectivement, sur une cohorte de 152 malades, la présence de DSA, elle était de 10% aussi. Il y avait très peu, la majorité des malades n'avaient pas de DSA, et des nouveaux DSA. Et puis, l'impact sur ça, parmi ces malades qui avaient des nouveaux DSA, la moitié n'ont pas développé de rejet. Donc finalement, on se trouve avec une petite portion, avec 5 malades, sur une cohorte de 152 qui avaient des signes de rejet humoral, qui n'est pas rien, mais c'est important de le connaître. J'ai juste choisi ça, une autre série sur près de 200 transplantés. 10% avaient des cross-match positifs, 19, et finalement, qui sont négativés par la suite, on a 3 cas de rejet humoral, dont 2 décédés et 1 RTH, pour vous montrer l'impact du rejet humoral en greffe hépatique. Mais la meilleure définition que j'ai trouvée de ça, simple, c'est de dire, si on veut parler vraiment de rejet humoral à distance, il faut qu'il y ait 4 points, qu'on ait vraiment des DSA élevés, ou un cross-match positif, c'est souvent des DSA au-delà, avec des MFI au-delà de 10 000, qu'il y ait une cholestase biologique avec souvent un ictère, une biopsie hépatique qui montre spécifiquement des signes de prolifération néoductulaire
Les signes sont maintenant bien décrits dans le BANF, mais tous les anatomopathologistes ne sont pas bien familiarisés avec. Il faut, et en fin de compte, avoir des C4D sur les aluminofluorescences. Mais pourquoi l'impact est un peu moindre dans le foie? Parce que la majorité, vous voyez ici, des DSA avec des MFI très élevés, ce qu'on rencontre rarement à 40 000, 60 000, au-delà de 20 000. La majorité sont épurés, disparaissent au bout d'une semaine, 10 jours. Donc c'est pour cela que l'impact est plus faible dans le foie, et aussi parce que le foie, il y a d'autres spécificités qui ont été connues à l'échelon immunologique qui peuvent aussi font de la sorte. Finalement, dans la conclusion de Roger Humoral avec l'ILTS, qu'il faut une biopsie hépatique qui montre la présence des signes classiques histologiques, la présence de C4D, la présence de DSA circulant, et puis exclure toutes les autres causes. Le traitement initial, ça reste le corticoïde, parce que c'est souvent associé en rejet aigu avec du rejet cellulaire. Et le traitement modéré à sévère, c'était de faire des échanges plasmatiques avec des IVIG, avec l'utilisation de molécules que les néphrologues utilisent, que nous, on a 0 étude qui montre que ça marche, et 0 donnée. Mais on a suivi la démarche des néphrologues, et là, il y a eu un petit peu de débat, mais ils ont tenu à marquer ça. C'est ce qu'on peut faire. Et finalement, pour la définition du rejet chronique humoral tardif, c'est plutôt la retransplantation. Je conclus pour dire, bien sûr, on se dirige vers une individualisation de l'immunosuppression. On n'est pas pareil pour tous les malades. Il faut bien distinguer les patients à haut risque de rejet, comme on l'a vu, la jeune, race noire, maladie auto-immune, retransplantation, cross-match positif. Minimiser l'immunosuppression chez les autres pour éviter toutes ces complications que Sébastien a bien détaillées avant. Surtout les patients qui n'ont pas de risque de rejet, les patients qui ont une insuffisance rénale, il n'est plus aujourd'hui toléré que le malade se retrouve à 5 ans, 10 ans avec une greffe rénale après. Le risque de cancer qui est élément. L'incidence des DSA, on la connaît mieux aujourd'hui, mais ces DSA semblent peu influencer le devenir du greffon en dehors de quelques situations rares, bien sûr. Je vous remercie.